C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois sur les antennes de Magloire Télévision pour vous informer à travers ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Tout d'abord, voici les grandes articulations de ce journal. Au sommaire de ce journal, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a pris part aux assises de la 6e conférence mondiale des présidents de Parlement. Sa participation vise à obtenir le soutien de l'Union interparlementaire en faveur du processus de paix. Et puis Grégoire Mouchaïl-Mouton, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, prend part au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Ce sommet qui se tient en Éthiopie est une occasion de faire les bilans de la sécurité alimentaire dans le monde et de revenir sur l'objectif ambitieux fixé en juillet 2021 à Rome. Puis Guy Kabombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a procédé à la clôture de la 10e session ordinaire et la 8e session du CHED. La dite cérémonie a été ponctuée par la remise des brevets aux lauréats et la signature dans les livres d'or. C'était également en présence de plusieurs personnalités politiques et membres du gouvernement souminois. Page noire dans ce journal. Décédé depuis le 24 juillet 2025, Albertine Matanda, présidente de la Fondation Babazivé de la base des Kalebuka, a été mise en terre ce 29 juillet 2025 à la nécropole Rivière des Anges des Kassangiri. L'on a noté la présence de plusieurs membres de la Fondation Babazivé. Et c'est donc tout pour les sommaires. On ne finira pas ce journal sans pour autant parler sport puisque Grégoire Kazuiba nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Yvine Mugoli. Bonsoir également à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder sur les ondes de Magloire Télévision. Qu'est-ce qui est à la une de l'actualité sportive? Les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont livré un match amical en prévision du prochain championnat d'Afrique des Nations qui va devoir débuter à partir de de cette année. Alors, il y a ce match amical où les léopards ont eu à gagner par le score de 3-1 et le Niger est la première nation à fouler les sols de l'Ouganda. On en parlera au moment opportun avec vous. Effectivement. Voilà, mesdames et messieurs, commençons ce journal par cette actualité suivie dans le sommaire. Séjournant à Genève, en Suisse, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe Lwakaningini, prend part aux assises de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements. La participation de Vital Kamerhe vise également à obtenir le soutien de l'Union interparlementaire en faveur du processus de paix en RDC. Suivez les détails. La 6e conférence mondiale des présidents des parlements s'est ouverte le mardi 29 juillet à l'Office des Nations Unies à Genève. Organisée par l'Union interparlementaire en étroite collaboration avec l'ONU, cette rencontre quinquennale réunit les présidents des chambres parlementaires des pays membres des Nations Unies autour du thème « Les mondes dans la tourmente ». Coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Plusieurs débats et tables rondes sont prévus au cours de ces travaux portant sur les grands défis mondiaux actuels. La session inaugurale a été marquée par de nombreuses interventions, notamment celle de Touliane Axon, présidente de l'Union interparlementaire, de Martin Chungong, secrétaire général de l'UIP, du représentant du secrétaire général de l'ONU, Erle Kutne, et de plusieurs présidents de parlement, ainsi que celui de l'acteur américain Michael Douglas, invité d'honneur de cette conférence. La République démocratique du Congo est représentée à ces assises par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné d'une délégation composée des députés nationaux et des sénateurs. Certains présidents ont prononcé leur discours en cette journée inaugurale. Celui de Vital Kamerhe est attendu le mercredi 30 juillet lors de la 2e journée des travaux. Comme lors de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, récemment tenue à Paris, l'enjeu majeur pour la RDC à cette conférence de Genève reste la promotion du processus de paix en cours, notamment l'accord signé entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juin dernier. L'objectif est d'obtenir le soutien et l'accompagnement des parlements des pays membres de l'ONU par l'entremise de l'Union interparlementaire afin de garantir la mise en œuvre effective de cet accord et le respect des engagements pris. Cette tribune de haut niveau permet également à la RDC de dénoncer les violations massives des droits humains perpétrées sur son territoire tout en rappelant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies relatifs au respect de l'intégrité territoriale des États.
Les speakers de la Chambre basse du Parlement a consacré cette première journée à mener un lobbying auprès de ses homologues ainsi qu'auprès de l'acteur américain Michael Douglas, l'une des grandes voix du plaidoyer humanitaire dans le monde, à qui il a rappelé les génocides oubliés de la République démocratique du Congo. A noter que cette conférence, organisée pour la première fois à la veille du sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, se tient tous les 5 ans et constitue un forum unique favorisant les échanges de haut niveau entre les dirigeants parlementaires du monde entier. Elle a, au cours des 2 dernières décennies, contribué à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale. Toujours au chapitre de la diplomatie, représentant le chef de l'État, Grégoire Mouchaïl Moutombe, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, prend part au sommet des Nations Unies sur le système alimentaire. Ce sommet qui se tient en Éthiopie se présente comme une occasion de faire le bilan de la sécurité alimentaire dans le monde et de revenir sur l'objectif ambitieux fixé en juillet 2021 à Rome, en Italie. Reportage. Co-organisé par l'Éthiopie et l'Italie, le 2e sommet de l'Organisation des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'est ouvert à Addis Abeba, 4 ans après la première édition qui s'est déroulée à Rome. À cette 2e édition, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. Il était question à ces assises de dresser un bilan de la sécurité alimentaire dans le monde et de faire le point sur l'objectif ambitieux fixé en 2021 en Italie, celui d'éradiquer la faim sur la terre à l'horizon 2030. Selon les statistiques, en 2024, le chiffre record de 295 millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition infantile aiguë a été atteint. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a proposé des pistes de solutions. Nous avons beaucoup d'eau, comme vous venez de dire, la RDC, si je donne l'exemple de la RDC, nous avons des vallées où nous pouvons irriguer 1, 2, 3 millions d'hectares. Et ces vallées-là ne sont pas utilisées jusqu'à aujourd'hui parce que nous n'avons pas assez de technologies d'irrigation pour maîtriser ces vallées. Et à ce moment-là, nous pouvons produire 2 à 3 fois sur le même terrain. Donc c'est très important. Comme dans bien d'autres organisations, le pays de Lumumba vient de reprendre sa place au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, grâce à l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au travers le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. Une position qui peut aider la RDC à vaincre l'insécurité alimentaire. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire de la RDC a présenté quelques pistes de solutions, parmi lesquelles le potentiel hydrographique exceptionnel de la RDC pour passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture résiliente. Et puis, cérémonie d'ouverture du colloque international sur la reconnaissance des génocides en République démocratique du Congo, organisé par le Fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Ce colloque vise à créer un espace de réflexion scientifique, historique et juridique autour des crimes à caractère génocidaire perpétrés sur le sol congolais. On en sait plus dans ce reportage. Des millions de vies brisées, des souffrances infinies, mais un génocide ignoré. Près de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, un massacre qui a subi l'omerta mondiale. Depuis plus de 30 ans, l'RDC vit dans l'ombre de ces tragédies, sans reconnaissance, sans justice. C'est mardi 29 juillet, des chercheurs, des historiens et des acteurs de la mémoire se retrouvent à Kinshasa pour un colloque international crucial. Pendant 3 jours, ils feront face à cette vérité pour plaider et exiger la reconnaissance mondiale de ces génocides. C'est toute une dynamique mémorielle, politique et académique qui s'enclenche pour donner nom et dignité aux victimes oubliées et alerter la conscience collective mondiale. Organisé par la CIAVAR et les FONAREV, ces colloques se tiennent avant la journée nationale de commémoration du génocide
un moment pour dire que la souffrance du peuple congolais ne peut plus être ignorée. L'idée, c'est d'abord de bâtir une mémoire collective. La population congolaise sache qu'il y a eu des génocides en République démocratique du Congo. Et la deuxième chose, il faudrait que nous portions également cela à la connaissance de l'opinion internationale. Comme vous le savez, un colloque est un lieu de débat, un lieu d'échange scientifique pour aboutir à des arguments solides qui vont permettre à la RDC de défendre cette thèse qu'il y a effectivement eu génocide en RDC. La RDC ne doit plus être oubliée. Il est temps que le monde reconnaisse ces génocides. Autre chose dans ce journal, Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a procédé à la clôture de la 10e session ordinaire et la 8e session du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHSD en sigle. La cérémonie a été ponctuée par la remise des brevets aux lauréats et la signature dans les livres d'or. C'était également en présence de plusieurs autres personnalités politiques et membres du gouvernement souminois. Reportage. Près de 250 lauréats du Collège de hautes études de stratégie et de défense CHSD et de l'École supérieure d'administration militaire ESAM ont reçu des mains du vice-premier ministre, ministre de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, leur brevet. Présidé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita, représentant le chef de l'État, la cérémonie de clôture de la 10e session ordinaire et de la 8e session spéciale du CHSD, couplée avec la 8e promotion de l'École supérieure de l'administration militaire ESAM, ainsi que l'ouverture de la 11e session ordinaire CHSD, a eu lieu au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, en présence des parrains des différentes sessions, à savoir le vice-premier ministre de la fonction publique, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Dans son discours à l'occasion de la clôture de l'année académique 2024-2025 et de l'ouverture de l'année académique 2025-2026 au CHSD et à l'ESAM, le vice-premier ministre de la Défense a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour son engagement inébranlable et ses efforts inlassables visant à professionnaliser les forces armées de la RDC afin de les rendre capables de répondre avec efficacité aux défis et enjeux actuels auxquels fait face la RDC. L'honneur de dévoiler la particularité de leur parcours d'études. Nous avons eu la grâce d'avoir toutes les questions d'actualité de notre pays, passant par l'actualité sur... on a commencé par la question du corridor de Lobito. On est passé par l'examen de toutes les questions de sécurité et de défense de notre pays. On a examiné toutes les questions liées à l'environnement, aux inondations, catastrophes naturelles. Et on a terminé par la question de le fameux accord des États-Unis, de Washington. Et il faut dire que c'est la promotion qui a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs. Nous étions à 253 au départ. Et nous sommes arrivés à la fin à 215. 215 sur lesquels il y a eu 42 grandes distinctions, 95 distinctions et 80 satisfactions. Plus tôt, dans leurs différentes allocutions, les intervenants ont insisté sur l'importance de cette formation de haut niveau en rapport avec les stratégies de défense et de sécurité pour le pays. L'occasion a également permis de féliciter les formateurs pour leur rigueur et leur dévouement. Pour clôturer cette cérémonie riche en émotions, un livre d'or a été présenté aux officiels pour la signature.
Nous disons félicitations donc à tous ces lauréats. Nous allons passer à autre chose. La 47e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa s'ouvre ce 2 août pendant un mois sous le thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux en République démocratique du Congo. À propos, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a effectué une visite d'inspection des stands pour s'assurer des derniers réglages. Suivez. Des petits travaux de finissage. Le site est presque prêt pour accueillir déjà la 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. À 3 jours de l'ouverture de cette édition, prévue pour le samedi 2 août prochain, et qui aura pour thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahonga, est descendu sur les lieux pour se rassurer de l'évolution des travaux. Accompagné du président du conseil d'administration, du directeur général de la FIKIN, Didier Kabampele, et des experts de son ministère, le patron du commerce extérieur a visité tour à tour les pavillons qui s'apprêtent à accueillir les exposants, des podiums pour les concerts des grandes stars de la musique. Aussi, il a visité le restaurant et terrasses qui feront la promotion de la gastronomie congolaise. Moment favorable pour Julien Paluku d'appeler tous les touristes congolais comme étrangers de venir visiter massivement la Foire internationale du Congo-Kinshasa qui vient de réintégrer l'Union des foires internationales. Je voudrais annoncer aux Kinoises et aux Kinois, effectivement, la Foire internationale de Kinshasa va ouvrir ses portes le 2 août 2025. Avant de quitter les sites, le ministre a fait une grande annonce au personnel de la FIKIN, celle de la dotation prochaine d'une loi foraine pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays. Le travail technique de ces projets de loi est déjà bouclé au niveau des experts congolais. Et puis cette page noire, décédée depuis le 24 juillet 2025, Albertine Matanda, présidente de la Fondation Babazivé de la base Kalebuka, a été mise en terre ce 29 juillet 2025 à la nécropole Rivière des Anges de Kasangiri, en présence de plusieurs membres de la Fondation Babazivé. Témoins de cet événement malheureux, Grégoire Kazuiba et Platini Kadiata. Un coup de tonnerre est tombé dans la famille Matanda ainsi que dans la fondation Babazivé avec les décès inopinés de maman Albertine Matanda Mujinga depuis le 24 juillet 2025 et c'est ce mercredi 29 juillet 2025 qu'elle a été mise en terre à la nécropole Rivière des Anges de Kasangiri. Maman Albertine Matanda Mujinga fut la présidente de la base Kalebuka de la fondation Babazivé. La longue et dure journée commence par la levée du corps à la morgue du centre de la Kenya où les membres de la fondation Babazivé ont marqué leur présence afin de rendre les derniers hommages à celles qui portaient à cœur cette grande fondation mythique du fondateur Bobo Malulu Kalungwe et celle de la présidente nationale, l'honorable Mukwege Malulu Magloire. De la morgue, le cortège s'est dirigé à l'église de Jésus-Christ en 5 ministères, où la dépouille de maman Albertine Matanda a été exposée avec la présence remarquable de maman dynamique, des généraux et les communicateurs. Après l'église, le cortège va prendre la direction de la nécropole Rivière des Anges de Kasangiri, où le corps de la défunte a reçu les derniers hommages. Dans le hangar, ici, les Banazivé, un groupe d'animation de cette fondation, a animé par des chants en mémoire de celle qui était la présidente de la base Kalebuka, maman Albertine Matanda. Nous savons que, quelle que soit la beauté des mots que nous allons prononcer ici, ces mots ne sauront bander les blessures de votre cœur. Quel est Dieu que maman a servi? Au sein de l'église, église de Jésus-Christ, les 5 ministères, que c'est Dieu qu'elle a servi, c'est Dieu à qui elle s'est donnée, puisse consoler, puisse bander les blessures de votre cœur. Après les discours de l'horizon funèbre, venu le moment du dépôt des gerbes des fleurs. En premier lieu,
l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe, qui a été représenté par le directeur des ressources humaines, M. Ignace Loté, ici, y compris Sarah Maloulou, qui a représenté l'honorable Mokwez Maloulou Magloire, empêché. Juste après, le cortège funéraire prit la direction du caveau où le corps de Maman Albertine Matanda a été déposé. Une dernière demeure dans laquelle elle reposera en paix dans la félicité du Seigneur. Que l'âme de maman Albertine repose donc en paix. On va prendre ce communiqué avant de clore cette première partie. Il est porté donc à la connaissance de tous les membres de la Fondation Babazivé que le meeting annoncé pour ce samedi 2 août 2025 est reporté à une date ultérieure et c'est signé par le père fondateur de la Fondation Babazivé, son Excellence Bobo Maloulou Kalungwe. Ainsi donc s'achève cette première partie. On va parler sport avec Grégoire Kazuiba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Yvine Mougoli. Bonsoir également à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder sur Magloire Télévision. Alors nous sommes à vous juste après cette transition. Alors, Grégoire Kazuiba, les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont livré un match amical face à la formation de Jamous. Score au finish 3-1 en faveur des léopards. Effectivement, les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont enregistré leur toute première victoire. Un match de fixation, c'était face à l'équipe de Jamous. Le score était de 3-1 en faveur des léopards locaux de la République démocratique du Congo. C'était le mardi 29 juillet 2025 avant de prendre la direction de Nairobi au Kenya pour participer à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. C'est un élément élaboré par Bovin Kazadi. Après l'idée de la poursuite de leur préparation sur la terre tanzanienne, les léopards locaux ont montré déjà leur griffe devant l'équipe championne du Soudan du Sud, l'UFC Jamous, dans un match de fixation avant de s'envoler à Nairobi pour participer à la phase finale du CHAN 2024. Les Poulains des Otis Ngoma assurent avec une victoire de 3-1 avec une ligne d'attaque très dynamique composée de Ibrahim Matobo, Tony Talassi, Orso Mwaku, Jefte Kitambala et Silva Chiteng. Cette ligne a bel et bien répondu aux attentes du staff technique dirigé par Otis Ngoma, surtout sur cette bonne combinaison de l'attaque congolaise qui a offert le premier but, signé Ibrahim Matobo. Les Soudanais ne sont pas restés sans toutefois réagir à travers cette réduction à la 32e minute sous lèvres de Shaban. Juste après la pause, la sélection congolaise est revenue sur la pelouse des Azam Stadium avec une détermination pour compléter les marqueurs à la 48e minute sur ces gestes de Kazima Bassou. Unganisha mpira ule vizuri kweli kweli. Kazema cross nzuri ambayo ilikuwa imepigwa. Il a été soutenu par son coéquipier au club, Orso Mwaku, à la 86e minute pour clôturer la fête. Kuna kubatiza tena niko katika njia nafasi tena kwa Kongo. Bao la tatu. Weka mpira kule ndani ya kamba Mwako. Une bonne prestation des léopards locaux en Tanzanie qui promet de réaliser un bon résultat le 3 août prochain face au Kenya pour le compte de la première journée de la phase finale du CHAN 2024. Les léopards de la République démocratique du Congo ont annoncé leur arrivée à Nairobi ce jeudi 31 juillet 2025 où la communauté congolaise est bien sensibilisée pour les accueillir. Et puis, Grégoire Kazuiba, vous nous dites que le Niger est la première nation à arriver à Kampala pour prendre part au CHAN 2024.
Effectivement, le Niger est la première nation à fouler les sols de l'Ouganda, pays co-organisateur du prochain championnat d'Afrique des Nations. Cette sélection nigérienne est arrivée mardi 29 juillet 2025 à Kampala avec une délégation de plusieurs cadres majeurs de son effectif. Pour plus de précisions, c'est dans cet élément signé par Bovin Kasati. Après la présence du Maroc sur les sols kenyans, c'est le tour du Niger. Un habitué de cette compétition du Chêne, le premier à fouler la terre ougandaise avec une délégation de plusieurs membres et quelques cadres majeurs dans l'effectif. Le Niger est logé dans les groupes C aux côtés du pays hôte, l'Ouganda, ainsi que la Guinée, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Un groupe de 5 nations dont le Niger est la toute première nation à poser ses valises à Kampala. Les tricolores du Niger livreront leur toute première rencontre face à la Guinée le 4 août prochain avant d'affronter les pays hôtes l'Ouganda le 11 août 2025 et qui ont enregistré une victoire fraîche devant le champion en titre le Sénégal. L'Ouganda s'est imposé par la note de 2-1 lundi 29 juillet 2025 dans un match de fixation où toutes les nations engagées dans cette compétition affûtent leurs armes. Il est à signaler que parmi les nations qui ont annoncé leur arrivée dans les lieux respectifs ce mercredi 30 juillet 2025, il y a notamment l'Afrique du Sud, le Congo-Brazza, le Nigeria, la Guinée équatoriale et les Burkina Faso, sauf un changement de dernière minute. Et quant à la République démocratique du Congo, elle arrivera le jeudi prochain au Kenya, précisément à Nairobi. Wivine Mgouli, ainsi s'achève cette page sportive. Merci à vous et on se retrouve demain. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on va poursuivre ce journal. Ça sera juste après cette transition. Voilà, au Burkina Faso, une attaque a été menée lundi par un groupe armé contre la base militaire de Dargo dans la province de Boulsa. Et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara veut rempiler. Il a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, en fait, dans son pays. Je vous prie de suivre le condensé de l'actualité en dehors des frontières de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité internationale. Au Burkina Faso, une attaque menée lundi par un groupe armé contre la base militaire de Dargo dans la province de Boulsa dans le nord du Burkina Faso a fait une cinquantaine de morts parmi les soldats selon les témoignages recueillis mardi. Le groupe djihadiste JNIM est suspecté d'être à l'origine de cette offensive selon un chef de communauté et un habitant qui ont souhaité garder l'anonymat par crainte des représailles. Une centaine de combattants armés ont pris part à l'assaut bien incendiant la base après les attaques meurtrières. Le gouvernement militaire burkinabé n'a pas encore confirmé officiellement l'attaque. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara veut rempiler. Le président ivoirien a annoncé mardi sa candidature à la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet, a déclaré le président sortant dans une vidéo. À 83 ans, Ouattara briguera donc un 4e mandat à la tête de son pays. Il est arrivé au pouvoir en 2011 après une élection sur fond de chaos et de pertes en vies humaines avant d'être réélu en 2015 et en 2020. Si sa candidature est validée, le président sortant à la conquête des suffrages des souverains primaires dans 3 mois, une conquête de trop. Pour terminer, aux États-Unis, les Nations Unies sollicitent le soutien politique des États membres afin d'adapter les opérations de maintien de la paix de l'organisation. Face au Conseil de sécurité, le sous-secrétaire général pour l'Afrique au département des affaires politiques a évoqué un déficit de confiance qui fragilise la mission de l'ONU. Les déficits de confiance que nous constatons aujourd'hui n'existaient pas dans nombre de nos missions les plus réussies dans le passé. Cette riche histoire doit être réexplorée et exploiter. Pour réussir, les missions politiques doivent répondre aux besoins de leurs États. Les Nations Unies sont à la croisée des chemins avec une crédibilité mise à mal à part de nombreux conflits en cours
dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette synthèse d'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Le monde entier célèbre la journée de la lutte contre la traite des humains, une journée qui vise à sensibiliser le public à la traite des personnes. Quel bilan faire du respect des droits de l'homme dans notre pays, plus précisément dans notre province? L'honorable Liliane Kombamaka, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a été jointe par Esther Mbouyi, avec qui elle a échangé. Elle est donc l'invitée de ce journal. Je vous prie de suivre l'intégralité de leur entretien. Bonjour, honorable Viviane Kumba. Bonjour, Esther. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la lutte contre la traite des êtres humains. Pour vous, est-il important de célébrer cette journée? Oui, il est vraiment important de célébrer cette journée. Vous voyez que la Déclaration universelle des droits de l'homme en a fait 30 articles pour protéger les droits humains. Il est vraiment important, et vu l'histoire, il y a eu quand même de la maltraitance, des traitements non dégradants dans le passé, en commémoration de toutes ces personnes qui ont péri ou qui ont subi les exactions. Voilà pourquoi on célèbre cette journée en leur mémoire et pour leur respect. Vous êtes parmi celles qui luttent pour le droit de l'homme. Quel bilan faites-vous du respect des droits de l'homme? Le bilan pour le moment, on peut le dire négatif, parce que à travers le monde, les droits humains souffrent surtout par les guerres, les injustices sociales. Savez-vous que ne pas payer quelqu'un à temps, c'est aussi violation des droits humains. Les conditions dans les mines, dans les sociétés, et donc nous sommes à une époque où les droits humains ne sont pas respectés dans leur ensemble. Bien qu'il y ait des efforts à faire ça, mais en tout cas, les droits humains souffrent de son applicabilité. Que faire pour y remédier? Moi, je devrais encourager les activistes des droits de l'homme de s'y mettre, parce que c'est une mission, c'est une vision, c'est presque un apostolat. Parler ou militer pour les droits humains. La lutte ou la bataille ne doit jamais se taire tant qu'il y a des gens qui souffrent, tant qu'il y a des gens conduits injustement, tant qu'il y a des gens qui sont dans des conditions inébranlables. Alors, il appartiendrait à la mobilisation sociale des activistes des droits de l'homme de s'y mettre et de mettre des garde-fous comme ce que je dirais, c'est de mettre en exergue les outils ou les instruments juridiques. Moi, j'ai fait un édit le mandat passé. Je vais innover ce mandat ici pour protéger les activistes des droits de l'homme qui, pour leur mission, se retrouveraient prisonniers ou victimes de certains traitements comme des arrestations arbitraires. On espère que ça va aboutir, mais c'est cela les combats. On ne doit pas se taire, on doit toujours militer pour... On ne peut pas éradiquer, mais on peut juguler, on peut diminuer. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a les guerres, il y a les injustices, il y a tous les maux qui rongent le monde. Le droit de l'homme doit toujours être en péril, ma grande. Est-ce que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'y engage? Si oui, comment? Oui, bien sûr, l'Assemblée du Haut-Katanga ne peut que s'y engager, parce que parmi les missions régaliennes que l'Assemblée regorge au travers des députés, c'est représenter la population. Représenter la population, c'est d'office être l'activiste des droits de l'homme. Quand dans les sociétés, on ne paye pas les gens à temps, l'Assemblée est là comme une sonnette d'alarme. Il doit éveiller l'esprit. Il doit aller vers les décideurs et demander les meilleures conditions. Donc au quotidien, et même les socles du travail de l'Assemblée, c'est de lutter pour le droit de l'homme et décrier les traitements dégradants
Honorable Liliane Kombamaka, je rappelle ici que vous êtes vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio et Télévision. Merci et tout le plaisir était pour moi. J'apprécie votre dextérité et les choix portés sur ma modeste personne. Je souhaite plein succès à cette radio tenue par une femme comme je suis pour l'émulation de la femme. Et c'est donc la fin de ce 19 Info sur Magloire Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir. Au revoir et à très bientôt.